Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va continuer notre petit guide pour préparer une campagne de jeu de rôle bac à sable inspirée de Feu la Shadowmarch qui est désormais terminée. En tout cas pour vous, je ne vous la partage plus, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à aller regarder si vous ne savez pas ce que c'est et que vous voulez comprendre ce qu'on fait ici parce que vous tombez en premier sur l'épisode 5 pour une raison qui m'échappe. Allez voir la Shadowmarch, vous comprendrez mieux ce qu'on fait ici. Un guide pour préparer une campagne bac à sable, dans un style assez particulier, où on va essayer de mettre en avant l'exploration, tout ça. Je vous refais pas le truc, allez voir les épisodes précédents. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo pour ce guide, parce que mon objectif premier, c'est pas de faire le guide le plus long possible, c'est de faire le guide le plus exhaustif possible selon moi, sans en faire trop. Et je pense qu'il est temps de refaire un petit épisode, puisque j'ai vu pas mal de gens en commentaire du guide ou en commentaire de la Shadowmarch demander bah voilà, tout ça m'a vachement donné envie de faire du bac à sable, ce qui est ultra cool, mais voilà, je ne sais pas quand commencer et tout. Alors, ce problème de je sais pas quand commencer, etc., il est vieux comme le monde, j'ai envie de vous dire, il est vieux comme le monde, et c'est pas que pour le mode bac à sable. Et en général, quand on sait pas comment commencer, c'est parce que on est quelqu'un qui a du mal à se sentir prêt, en fait, je pense. Et pour se sentir prêt, bah, ce qui est pas mal, c'est de se faire un cahier des charges minimal, et de se dire, une fois que j'ai fait ça, peu importe que je me sente toujours pas prêt, je vais me lancer. Donc on va parler un peu de ça. En gros, quand commencer à jouer, la réponse facile, c'est de dire quand tu te sens prêt. Quand tu estimes que tu en as fait assez pour commencer à jouer, que tu es à l'aise, etc., vas-y. Donc elle a du sens cette réponse, je dirais, puisque en fait c'est assez subjectif. Il y a des gens qui jouent en n'ayant rien préparé, des gens qui jouent en ayant méga préparé. Il y a plein de manières de faire du jeu de rôle, etc. On est tous différents, blablabla. On réinvente pas la roue ici. Maintenant, je pense qu'en réalité, le mot sentir prêt déjà est très important. C'est pas quand tu es prêt, c'est quand tu te sens prêt. C'est-à-dire que il y a personne qui va vous dire bah là c'est prêt quoi. À moins que je sais pas vous ayez un coach qui est là qui fait ok c'est le moment et tout. Oui là tu as vraiment bien rempli ton cahier des charges mon petit. Tu peux y aller. Non il y a personne qui va vous dire que vous êtes prêt. Donc en fait c'est vous qui allez devoir déterminer quand vous vous sentez prêt. Et pour ceux qui ont vraiment du mal à se lancer, là on n'est plus vraiment dans le conseil de jeu de rôle, mais voilà je me permets un petit conseil de moi à vous. Sachant que je suis quelqu'un d'assez prudent par nature aussi, donc je peux tout à fait comprendre le feeling que vous avez, un peu trop réfléchir, à pas toujours faire les choses aussi vite que je le voudrais, et pas toujours pour les bonnes raisons. Je vous dirais plutôt, moi ça m'aide pas mal, commencez avant de vous sentir prêt, en fait, tout simplement. Commencez avant de vous sentir prêt, parce que, en fait, je peux très bien un soir me dire, bon là c'est bon, je pense, et le lendemain matin, au moment où je me dis, ouais, je vais lancer la campagne, je me dis, ah, je pourrais ajouter un petit truc, et en général, c'est pas pour les bonnes raisons, en fait, c'est juste parce que j'ai peur de me lancer, tout simplement. Donc en fait, déjà, commencer, je pense, avant d'être prêt. Et quand je vous dis ça, c'est pas simplement pour vous faire un petit conseil, genre en mode « Let's go, just do it !» C'est aussi, c'est aussi que je pense qu'il y a... En fait, c'est assez rationnel. C'est-à-dire que au-delà du fait que vous vous sentirez jamais vraiment prêt, vous ne le serez jamais vraiment, surtout si vous n'avez jamais fait de campagne bac à sable, parce que je vous le vois dans ces commentaires, ah j'ai peur de le faire parce que j'ai jamais fait de bac à sable. C'est souvent ça qui est dit. Donc si vous avez jamais fait de bac à sable, vous savez pas à quoi vous attendre. D'autant plus si vous avez des nouveaux joueurs, d'autant plus si c'est un nouveau jeu auquel vous jouez, etc. Enfin, vous pouvez pas avoir exploré et réfléchi à toutes les possibilités avant de commencer à jouer et savoir exactement ce qui va se passer. Donc d'une certaine manière, vous êtes en train de surinvestir sur des choses sur lesquelles vous savez pas grand-chose. Et on va utiliser un proverbe à la con, mais aucun plan ne résiste vraiment à la bataille. C'est-à-dire que toutes les idées que je vous ai données, c'est plutôt on va dire des guidelines pour réfléchir, des exemples, un truc pour s'inspirer. Mais votre table sera différente de la mienne, vos idées sont différentes des miennes. Et au fil de votre campagne, vous allez devoir vous adapter. En fait, ça ne change pas de n'importe quelle autre situation, même qui n'est pas du jeu de rôle, en fait. Tout ce dont on a parlé là, c'est une forme de théorie que j'ai extrait à ma pratique. Et vous, votre pratique, elle va être différente. Et en plus, cette théorie que je vous ai présentée dans les vidéos précédentes, elle ne s'applique pas à tout moment pendant la campagne. Typiquement là, à l'heure où je vous parle, dans la Shadowmarch, on a eu une session beaucoup plus linéaire pour permettre une transition entre deux actes. Donc une session qui, finalement, ne respectait aucun des trucs que je vous ai dit avant. Donc il y aura toujours des petites exceptions à droite à gauche. Un deuxième truc, c'est que dans ce qu'on propose ici, on n'est pas en train de préparer pour éviter l'improvisation. Quand je vous disais, j'avais sorti un chiffre au pifomètre, dans une des dernières vidéos du guide, je suis allé revoir. Genre, je vous disais, ouais, peut-être qu'il y a, je sais pas, 20% du temps dans la partie où je présente des choses qui sont précisément prêtes, des informations que j'ai vraiment préparées en amont, etc. aux joueurs, mais le reste du temps, c'est de l'impro et de la réaction à ce qu'ils font. Ce chiffre, effectivement, est au pifomètre. Il se peut bien qu'il y ait certaines sessions où, finalement, je maîtrisais à peu près
tout ce à quoi ils ont eu affaire, d'autres où j'étais beaucoup plus en improvisation, etc. C'est jamais tout à fait constant, et l'improvisation va vraiment faire partie du truc. Et en fait, un autre truc que je disais dans une vidéo précédente, c'est que vous devez préparer ce que vous pensez ne pas pouvoir improviser. Le truc, c'est que si vous n'avez pas fait beaucoup de jeux de rôle avant, vous ne savez pas encore peut-être pourquoi vous êtes, ce sur quoi vous êtes bon pour l'improvisation et ce sur quoi vous êtes moins bon pour l'improvisation. Donc il va bien falloir jouer pour ajuster au fur et à mesure. C'est pour ça que vraiment, il ne faut pas attendre, à mon avis, d'être prêt, parce que l'expérience va vous permettre, en fait, tout simplement, le fait de jouer et de faire de l'amélioration continue de votre campagne, etc., en prenant le feedback des joueurs, les retours que vous font les joueurs en fin de partie et tout, ça fait partie intégrante de la méthode, on va dire. En fait, pas de la méthode, de l'expérience jeu de rôle. Vous vous adaptez à votre table, vous jouez pour votre table. Donc il faut aller se confronter à la table, en fait, pour améliorer la campagne au fur et à mesure. Ensuite, un autre truc que j'aimerais dire, tout ça c'est une grande intro, hein. Un autre truc que j'aimerais dire, c'est que souvent les gens qui se sentent pas prêts sont ceux qui en réalité le sont le plus, parce que ce sont des gens qui sont stressés par le fait de n'être pas prêts, donc ils se préparent plus que ceux qui ne sont pas stressés sur le fait de n'être pas prêts, et donc ils sont plus préparés que ceux qui ne stressent pas sur le fait d'être prêts. Vous pouvez mettre cette phrase en 0.5 si vous voulez, mais pour avoir discuté un petit peu sur le Discord parfois avec des gens qui avaient commencé à préparer leur campagne et qui disaient ouais là je sais pas encore quand est-ce que je vais me lancer, tout ça, et qui décrivaient ce qu'ils avaient fait, bah honnêtement ils avaient déjà préparé plein de choses qui étaient prêtes à jouer, quoi. Il suffisait de commencer à jouer, de continuer à préparer. Il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est qu'une fois que vous avez commencé la campagne, c'est pas fini, vous pouvez continuer à préparer. Ça va dépendre beaucoup aussi de votre fréquence de jeu. C'est sûr que je vous avoue que si moi je dois jouer, je décide de jouer toutes les semaines et que j'essaie de faire un truc comme la Shadow March, en amont je vais essayer d'avoir quand même un bon sandstorm, d'avoir bien réfléchi au truc pour que après ma première séance, comme je sais que la deuxième c'est la semaine suivante, j'en ai encore sous le pied, quoi, que je sois pas en mode, et ben voilà, j'ai joué une séance, je dois réinventer la roue. Mais si vous jouez par exemple toutes les 2 semaines ou tous les mois, ou je sais pas, ça dépend vraiment de votre fréquence de jeu, il y a vraiment aucune crainte à avoir, puisque entre votre première partie, qui va peut-être durer 3-4 heures, et la suivante, qui va peut-être durer 3-4 heures, il se sera peut-être passé 1-2 semaines où vous allez avoir le temps de vous être adapté pour préparer la suite, d'avoir ajouté des nouvelles idées, etc., en fonction de ce que les joueurs ont souhaité faire. Si vous comptez jouer tous les jours et garder vraiment un esprit comme celui de la Shadow March, c'est-à-dire il y a quand même de l'intrigue, il y a quand même des trucs cachés, il y a des trucs qui sont prévus bien à l'avance, effectivement, il va vous falloir vous préparer à balle si vous voulez pas jouer seulement 3 jours. Mais si vous jouez déjà toutes les semaines et que vous casez une fois par semaine, allez, 1 à 2 heures de préparation, je dis vraiment des trucs au pif, et que vous arrivez à transformer ces 2 heures de préparation en 4 heures de jeu, ce qui normalement devrait pouvoir se faire, parce que on n'est pas non plus en train d'écrire un livre, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir sur le fait de démarrer la campagne, je pense. Enfin, il y a un truc, avant qu'on passe à la suite, il y a un petit truc que je voulais dire, c'est que j'ai vu des gens qui disaient je vais démarrer le bac à sable avec un jeu X. Genre, ils me disent, ouais, je vais démarrer un bac à sable. Le dernier que j'ai vu, c'était je vais démarrer le bac à sable avec Mutant Year Zero, qui est un jeu, voilà, qui se veut bac à sable de base, mais qui n'est pas Shadow Dark et qui ne fonctionne pas vraiment comme la Shadow March. Et qui demande, et du coup, bah voilà, je suis venu voir ici parce que le guide bac à sable, tout ça, quoi. Et ce qui est pas du tout une mauvaise idée, je pense, parce qu'en fait, réfléchir à tout ça, aller chercher des petites techniques à droite, à gauche et tout, ça fait partie du délire, quoi. Mais par contre, je pense, pour avoir lu Mutant Year Zero, pour avoir lu la plupart des jeux Year Zero, en fait, que dans le bouquin, en fait, on vous donne des outils, on vous dit à peu près comment démarrer votre campagne et tout, et que ça, techniquement, ça devrait vous suffire à vous lancer, quoi. Le guide que je vous fais, il vous ajoute, on va dire, peut-être une forme théorique pour justement adapter ce que vous propose le système Year Zero, parce qu'aucun jeu de rôle ne va vous dire ce jeu est hyper compliqué. C'est-à-dire que tous les jeux de rôle, quand vous les lisez, ils vous disent voilà les 5 étapes simples pour commencer à jouer. Et ils ont bien raison, parce que le but c'est que vous y jouiez à leur jeu. Mais il faut bien vous dire qu'il y a plein de gens qui ont commencé leur campagne en suivant sûrement les 5 étapes simples du jeu et qui jouent et leur campagne dure. Donc quand vous avez un jeu, genre je sais pas, Mutant Year Zero, qui vous dit à peu près les étapes à suivre pour lancer la campagne, bah, suivez simplement ces étapes et commencez à jouer et revenez voir le guide et tout quand vous voulez compléter, avoir une vision différente de celle proposée par le jeu pour venir enrichir vos idées, etc. Mais c'est pas parce que, en gros, il y a de la théorie qui est disponible que ça devrait vous empêcher de jouer, quoi. C'est quand vous ferez face peut-être vraiment à des difficultés, en amont de la campagne, mais surtout pendant la campagne, il faudra se poser les questions de comment résoudre ces difficultés, quoi. Il faut commencer à jouer, bref. Je vais m'arrêter là. C'est un peu ce que je dis là, ce n'est pas du tout spécifique au bac à sable, hein. C'est vraiment un truc genre de beaucoup de gens qui osent pas se lancer. Et ça me fait de la peine, alors j'avais envie de dire ça. Maintenant, je vais vous proposer un petit cahier des charges qui, honnêtement, n'a pas vocation à être universel, etc. Mais un truc qui est important pour se lancer, je trouve, c'est de se fixer un peu des étapes.
et on se dit, bah, quand j'ai fait ces étapes, je commence à jouer. Et donc moi, ce que je vous propose comme étape, on va dire pour faire une sorte de minimum de campagne viable, c'est de développer un thème, une zone, 3 factions, un front, et de les transformer en points d'intérêt. C'est ça le truc. Donc admettons, on est parti, je vais prendre des tables aléatoires parce que d'inventer un truc là ex nihilo. Admettons, on va jouer dans un royaume de l'Emporia. Ok, pour l'instant, je note mes idées. Hein. Quelle taille fait le royaume? Il est de taille moyenne. Ok, on s'en fout, là, il me donne des trucs en mètres et tout, mais on va pas regarder ces trucs en mètres. C'est un royaume moyen, on va dire, d'influence, de taille, de tout. Et on va jouer dans une zone Rocky Scrubs, donc c'est-à-dire un endroit balayé par les vents, un peu sec, peut-être la plaine, etc. On va dire que voilà, on va jouer dans des steppes rocheuses. C'est un des biomes les plus répandus d'une certaine manière dans le royaume de l'Emporia. Un territoire qui est tenu par les Half-Orcs. Maintenant, on va essayer de trouver un conflit, un truc. Là, j'essaye juste de générer une base d'idées. Ensuite, on va faire notre thème, zone, 3 factions, un front. Voilà, on va tirer une quête. Ça va peut-être nous donner un peu une idée d'histoire. Apparemment, un trou s'est ouvert dans le sol et a emporté une ville entière à l'intérieur de ce trou. Ok. Très bien. Et ben on va dire que l'Emporia c'est un empire et que nous on va se concentrer sur une zone. Donc il nous faut une zone. C'est les steppes. Je vais inventer un nom à l'arrache. Steppes du Kohar. Voilà, c'est là où va commencer notre campagne. Ça c'est notre zone. Il va falloir créer des points d'intérêt dans cette zone. Notre thème, j'ai tiré un truc genre il y a une ville qui s'est effondrée dans un trou. On va dire que c'est, je sais pas, l'Emporia c'était un empire qui avait différentes satrapies, qui dirigeait différentes régions, etc., avec des gouverneurs, tout ça. Un empire immense. J'ai pas respecté vraiment ce que m'avait dit la table aléatoire, on s'en fout. Et qu'en fait, la capitale, je prends un truc qui me vient là d'évidence en tête sans trop réfléchir, qu'on va appeler Kourga. Voilà, Kourga c'est la capitale. La capitale s'est effondrée. Toute la famille impériale est morte. Et désormais, l'Empire est divisé et les différentes satrapies, les différentes provinces, les différents... voilà, toutes les régions de cet empire sont en conflit, etc., vu que le pouvoir central a disparu. Et nous, on a décidé de se concentrer dans la zone des steppes du Kohar. Notre thème, entre guillemets, là, c'est, j'ai envie de dire, effondrement / révolution. Enfin, je mets des mots qui font du sens pour moi, hein. Réfléchir longtemps au nom de mon thème n'est pas hyper important. Ce qui compte, c'est ce qui m'évoque. Et en fait, révolution, ce que ça m'évoque, c'est qu'en gros, il ne s'agit pas à proprement parler d'une révolution du peuple ou je sais pas quoi. C'est juste il va y avoir un changement de gouvernement, quoi. Il va y avoir un changement de comment fonctionne la politique dans cet empire suite à une déstabilisation du pouvoir politique. Donc ça va être ça, mes thèmes de départ. On rappelle que là, on essaie de faire le minimum viable un peu pour nous lancer. On va dire qu'il y a 3 factions. Dans les steppes de Kohar, je pense qu'il peut y avoir la faction d'une chef de guerre. On va dire la faction 1, c'est une chef de guerre. Elle fait partie de la famille impériale. Donc on va dire qu'elle représente chef de guerre, on va l'appeler, je sais pas moi, Yegen. Elle s'appelle Yegen. Waouh! Et donc cette chef de guerre, voilà, elle fait partie pas de la famille impériale à proprement parler, mais d'une famille de notables hyper importante. C'est elle qui était censée gouverner la province des steppes du Kohar pour la famille impériale. La famille impériale disparaît, et donc il y a des gens qui essayent de se soulever, parce qu'on va dire que les steppes du Kohar ont été, je sais pas, sont sous la domination impériale depuis peu, donc ils vont profiter de cette instabilité pour inverser la tendance et se séparer de l'Empire. Mais la chef de guerre Yegen, qui vient d'une famille importante, va essayer de garder le pouvoir impérial en place, et potentiellement, elle aspire plus tard à se positionner comme celle qui a réussi à sauver l'Empire alors qu'il allait s'effondrer, et peut-être qu'elle sera l'impératrice, sait-on jamais, c'est ça son ambition, du nouvel empire qui se construira sur les cendres du précédent. Dans la faction numéro 2, il nous faut les rebelles, donc on va dire qu'il y a le chef rebelle Yorant. On va dire que c'est, je sais pas moi, un elfe des vents. Vu qu'on est dans une steppe, on va dire que ce territoire, il est dominé à la base par des peuples nomades qui sont les elfes des vents. Les impériaux, c'est des demi-orques qui viennent de très loin et qui ont assis leur autorité sur les elfes des vents. Le chef rebelle Yorant, qui est peut-être un magicien, j'en sais rien, il va tenter une rébellion contre Yegen. Et la faction 3, ça pourrait être par exemple... je sais pas, les marche-voiles. Les marche-voiles, j'essaie de changer, de sortir un peu du cliché, parce que là, j'aurais bien mis un culte qui a provoqué l'effondrement de l'Empire. C'est ce qui me semble le plus évident pour faire un triptyque de factions. Il y aurait pu avoir... et d'ailleurs, vous pouvez aller à l'évidence. Là, c'est moi qui me casse un peu la tête pour varier un peu les plaisirs. Mais vous pouvez aller à l'évidence. Les marche-voiles, on va dire qu'ils sont un peu neutres dans le conflit.
Ils viennent de l'Est, donc ils font même pas partie de l'Empire, mais ils passent régulièrement dans les steppes du Kohar. Et on va dire que c'est des commerçants nomades qui se rendaient régulièrement dans l'Empire, qui viennent de très très loin. Ils avancent avec leur sorte de char à voile, là, leur ville mouvante. Et avant, je sais pas que la région du Kohar soit conquise par les impériaux. En fait, les marche-voiles, le danger pour eux, c'était justement les elfes des vents, qui sont aussi des nomades qui vivent dans ces plaines et qui attaquaient les marche-voiles lorsqu'ils partaient vers le cœur de l'Empire. Depuis que les impériaux sont arrivés, la route des marche-voiles est beaucoup plus safe à traverser, puisque les elfes des vents ont un peu été mis à pied, matés, quoi. Et maintenant que le conflit revient, les marche-voiles vont devoir essayer de se positionner. A priori, ils vont plutôt être du côté des impériaux, vous voyez, dans la dynamique de faction, mais on ne sait pas encore trop. Et donc, notre front initial, ça va être l'attaque des elfes. Voilà, notre front initial, ce sur quoi on va se concentrer au début, ça va être l'attaque des elfes. Finalement, c'est un peu aussi le conflit entre le chef de guerre. Plus globalement, on pourrait déjà dire qu'on a un conflit de fond qui va bien nous occuper, mais vraiment, l'événement en cours, le truc qui va arriver, le plan en cours d'une des factions, c'est l'attaque des elfes. Ça va être ça, un peu notre drive pour commencer. Donc déjà, rien qu'avec ça, je trouve qu'on a une assez bonne idée de où on va. Mais maintenant, notre but, c'est de créer des points d'intérêt, on rappelle. Donc la zone, je vais réécrire vite fait chacun des éléments. Donc voilà, j'ai remis un peu au propre, vite fait, les 6 trucs qu'on va essayer de développer, c'est-à-dire une zone qui est le Kohar, un thème qui est la révolte, un front qui est l'attaque. Donc dans nos 3 factions, on a déjà un point d'intérêt pour chacune, puisque chez les impériaux, on a Yegen, je crois. Je retourne pas en arrière, hein, vu que c'est un exemple. Yegen, ici c'était Yorant, je crois. Donc on a 2 personnages, et là maintenant, il s'agirait de développer. Donc on pourrait développer très très longtemps. Moi, je pense qu'on peut se fixer une limite de, allez, la zone, il faudrait qu'il y ait peut-être 3 lieux et une table de rencontre. De rencontre aléatoire, ce serait déjà pas mal. La révolte, on va essayer de la traduire en 4 points d'intérêt. L'attaque, on va essayer de la traduire avec peut-être un dé d'usure, c'est-à-dire l'évolution du plan de l'attaque des rebelles sur une colonie impériale importante, un truc comme ça. Les marche-voiles, il va falloir que ça se traduise par peut-être 2 personnages, un truc intéressant, je sais pas. Les rebelles, il va peut-être falloir créer des sous-factions. On va essayer voilà, de faire 4-5 points d'intérêt par bidule. Je vais enlever ça. Donc je pense que déjà, dans le Kohar, on a dit que c'était une steppe. Il va y avoir la zone des falaises. La zone des falaises, ça va être l'endroit où vont se cacher les rebelles elfes des vents. Ensuite, il va y avoir la grande route, traverse la steppe, la route principale. Et de part et d'autre de cette route, les 2 camps vont un peu se positionner. Donc, c'est-à-dire, on va dire, je sais pas, sud, c'est l'Empire. Nord, c'est les rebelles. Là, typiquement, je dessinerai une map schématique. Ça, c'est vraiment, on va dire, la dynamique de la zone. Et ensuite, je ferai une random table. Genre, je sais pas, pour commencer, en une séance, vous voyez, vous n'allez pas tirer 50 fois sur votre random table. Donc, je ferai peut-être un des 6 possibilités. Un truc en lien avec les impériaux, un truc rencontre avec les marche-voiles, un truc rencontre avec des rebelles, et ensuite 3 créatures plus hasardeuses de la région, par exemple. On rappelle que là, on prépare un truc qui va nous servir à jouer notre première séance, et honnêtement, en ayant préparé ça, je pense qu'on aura préparé notre première séance et de bonnes bases pour notre 2e et notre 3e séance, parce que rien que ce qu'on va faire là, ça va vous occuper pendant un beau moment, je pense. Ça peut vous sembler un peu brut, simple, mais ça va suffire pour jouer 4 heures. Si vous voulez ensuite développer votre random table, que les joueurs y restent vraiment, qu'ils s'investissent dans cette partie du bac à sable, etc., vous allez pouvoir revenir garnir votre table aléatoire, revenir ajouter des détails, revenir ajouter des petits trucs. Là, on essaie de créer la base pour jouer notre séance 1 et la base sur laquelle on va construire notre séance 2, notre séance 3, notre séance 4 par itération. La révolte, on va dire qu'elle se traduit de plusieurs manières. Il y a déjà eu des batailles, on va plutôt dire des escarmouches. Ça, c'est un de nos thèmes, les escarmouches. Donc ça, d'ailleurs, ça peut être tout à fait... Il y a peut-être un truc qui est plus intéressant que la rencontre aléatoire avec soit les impériaux, la rencontre aléatoire avec soit les rebelles, c'est qu'il y ait une rencontre aléatoire qu'on ait plus de chances d'avoir au début de la campagne, qui est de tomber sur une escarmouche entre des impériaux et des rebelles. Parce que comme ça monte plus le thème tout de suite que de rencontrer les uns les autres et de découvrir, en fait, on va dire, le conflit par une conversation avec l'une et l'autre des factions. On peut peut-être, si on a envie que ce soit un peu chaud dès le départ, augmenter les chances de tomber sur une escarmouche. On va dire qu'il pourrait y avoir une escarmouche dans le No Man's Land, un peu sur la route qui sépare le sud et le nord. Là. Ensuite, je pense que dans la révolte, il y a des espions. Il va y avoir des espions impériaux dans le camp des rebelles, des espions des rebelles dans le camp impérial. Ensuite, dans le cadre de la révolte, il faut aussi penser aux gens du commun, aux non-alignés. Ça va être quelque chose. Ça va être un enjeu pour les impériaux de réussir à convaincre les colons, mais aussi les elfes des vents qui ont commencé à se faire à la vie impériale, etc., de lutter pour eux. Et ça va être le même enjeu pour les rebelles, quoi. Il va y avoir une guerre idéologique. Donc on va mettre, plutôt que de mettre commun, là, ça veut un peu rien dire,
on va mettre guerre idéologique. Ça, vous voyez, c'est dans notre Sandstorm. C'est pas vrai, c'est pas à proprement parler des points d'intérêt, mais ça va nous permettre d'improviser des points d'intérêt. Peut-être que justement, ce truc de guerre idéologique, ça peut se traduire, encore une fois, dans une random encounter. Genre, on tombe sur un papier de propagande quelque part, quelque chose comme ça qui montre quelque chose sur le monde. Pareil, les espions, pour les traduire vraiment en points d'intérêt, ce que je vais pas faire, hein, parce que sinon c'est hyper long. Et c'est pas du tout pratique là, la manière dont je le fais. Pour les espions, il nous en faut 2, un pour chaque camp, qu'on va avoir des chances de rencontrer. Et ensuite, dans le cadre de la révolte, je pense qu'il pourrait y avoir aussi des otages. Il pourrait y avoir des otages impériaux capturés par les rebelles. Donc on va dire qu'on peut rencontrer des otages si on va chez les rebelles. Tout ça, ça montre la révolte, ça montre le conflit sous différentes facettes. La stratégie que va employer le plus faible a priori pour essayer de faire tomber le plus fort. On a déjà réfléchi à des moyens de traduire la révolte au-delà du fait de dire que ouais, cette campagne va parler de révolte. On a déjà des idées bien précises de trucs sur lesquels on va pouvoir improviser ou créer des choses. Ensuite, l'attaque, c'est vraiment un front. Donc on va dire que c'est un front qui s'accélère. Donc on va utiliser la mécanique de dé d'usure que je ne vais pas réexpliquer ici. La mécanique de dé d'usure, il faut que vous alliez voir la vidéo que j'ai faite sur les tables aléatoires et tout, parce que sinon on n'a pas fini. Ou aller voir le jeu Macchiato Monster. Donc on va dire que notre première étape dans l'attaque, le premier événement vraiment, une bataille qui va servir de diversion. Une bataille qui va servir de diversion pour attirer les impériaux en dehors de leur QG. Ce sera un des premiers événements déclenchés de la campagne et qui témoignera du plan des rebelles qui est en train de se déployer. Grâce à cette diversion, par la même occasion, les rebelles vont faire s'infiltrer dans la ville fortifiée des impériaux des agents dont le seul objectif sera d'éliminer la chef des impériaux, à savoir Yegen. On va partir du principe que Yegen n'est pas là. Elle est partie en soutien à une autre province à côté qui a elle aussi des problèmes parce qu'elle a beaucoup de force. Et c'est ça qui donne de l'air aux rebelles qui essayent de profiter de son absence pour jouer leur coup. Donc en fait, ils font infiltrer des assassins chez les impériaux. Comme ça, quand Yegen va revenir de sa campagne là, dans la province voisine, parmi le personnel et les gens de la ville, il y aura des assassins qui seront déjà là, prêts à l'atteindre quand elle reviendra. Le deuxième front, la deuxième étape du plan plutôt, c'est le retour de Yegen. Ça, ce sont les grands événements. Et la dernière étape, c'est la mort de Yegen. Et enfin, quand on a complètement épuisé notre dé d'usure, qu'on arrive à 0, c'est l'attaque. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, vous le mettez en mode, ça vous donne une idée de où vous pouvez aller, mais ça va peut-être jamais se passer en fait. Ça va peut-être jamais se passer parce que les joueurs vont faire des trucs, etc. Et ce n'est pas un script en fait. C'est-à-dire que si les joueurs décident de passer beaucoup de temps chez les impériaux, ils doivent avoir les moyens de se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a des espions elfes, qu'il y a des assassins elfes qui sont entrés à l'intérieur de la forteresse impériale, etc. etc. Donc ça, c'est juste une guideline, mais ça peut être interrompu à tout moment si en fait les PJ ne s'intéressent pas à ce front, à ce grand conflit et à la stratégie des elfes. Donc vous allez dire, c'est une manière de partir du principe que les elfes vont gagner initialement. Et effectivement, je pense que si les PJ font rien, les elfes l'emporteront. Je peux tout à fait décider de ça au départ, sans pour autant que ça fasse des elfes les ennemis. Si les PJ, au contraire, s'intéressent au plan des elfes et veulent soutenir le plan des elfes, et ben en fait, à ce moment-là, vous ferez effectivement disparaître, s'ils ont gagné la confiance des elfes et qu'ils connaissent le plan, vous ferez effectivement disparaître complètement ce front, puisque ce sera désormais très certainement une bonne occasion pour vos PJ de s'impliquer dans ce plan, et donc vous le gérerez plus comme une toile de fond de l'endroit, mais ce sera désormais là où vos joueurs sont vraiment actifs en fait. Donc les impériaux, ils vont sûrement avoir un QG dans la région, ça va être un lieu qu'on va sûrement décliner en 2-3 points. La forteresse, une auberge, un temple. Vraiment, vous faites vos grands classiques, ce sera le QG des impériaux. On va dire que parmi les impériaux, il y a un capitaine qui est laissé derrière Yegen pour essayer de gérer la région pendant que celle-ci est partie se battre ailleurs pendant son absence. Donc il y aura sûrement ce PNJ-là. Il y aura sûrement l'espion dont on a déjà parlé. Mais chez les impériaux aussi, il faut penser aux gens du commun, justement, on en parlait. Il va y avoir les gens du commun. Donc dans votre ville, chacun des lieux que vous avez fait, genre le temple, le machin, le truc, peut se traduire par différents PNJ qui s'occupent de ces endroits. Vous les décrivez en 2-3 lignes. Chez les rebelles, il y a sûrement le chef très très fort des rebelles, mais il va y avoir aussi peut-être un sous-chef, pour le coup, qui est plus modéré, qui essaye plutôt de créer vraiment une révolte plutôt que de vraiment utiliser l'assassinat, l'empoisonnement, ce genre de méthode. On va dire que Yorant, il est un peu extrême, son sous-chef, il l'est moins. Et donc ça peut être
un levier, par exemple, pour que les PJ puissent faire tomber Yorant et le faire remplacer par son sous-chef, mener la rébellion d'une manière différente, je ne sais pas. On va dire qu'il faut aussi qu'il y ait quelques gens du commun, vous en mettez 2-3, des types de la rébellion qui ont une vision différente. Il va falloir qu'ils aient un QG aussi, les rebelles. Je pense aussi, là, que vu qu'on a vraiment pensé à une route, etc., et à un conflit entre les deux, qu'il pourrait y avoir très bien une sorte de cité franche. Alors, cité franche n'est peut-être pas le bon terme, mais juste une colonie qui est vraiment au cœur de la tourmente, avec pareil des enjeux qui peuvent être montrés, qui est disputé sans cesse par les impériaux et les rebelles, qui est vraiment un champ de bataille dans lequel il va y avoir encore une fois sûrement un chef, 2-3 personnes un peu différentes, quelques lieux. Et enfin, on a les marche-voiles. Les marche-voiles, c'est un peu notre joker, notre wild card. On ne sait pas exactement qui ils vont être. Et ça peut très bien être le point de départ de notre campagne. Ça peut être une idée. Les PJ escortent les marche-voiles à la base. Donc les marche-voiles, c'est une ville mouvante. Ils sont menés par une prophétesse qui peut lire dans le vent et qui sent qu'il va y avoir un gros conflit qui va arriver, etc. Leur but, c'est de traverser la région et les PJ les accompagnent. On peut dire que c'est ça le point de départ de notre campagne. Et du coup, la ville mouvante, encore une fois, vous la déclinez en 2-3 points d'intérêt. Il y a, je sais pas, 3 des bâtiments de la caravane qui sont importants et qui ont un petit PNJ. Et là, vous avez large de quoi vous lancer. Et comme on est sur du bac à sable, vous allez me dire, c'est déjà trop pour la session 1. Mais si vous êtes dans un esprit Shadowmarch, vous voulez avoir quand même quelques coups d'avance. Et là, vous en avez honnêtement, je pense que rien qu'avec ça, si vous développez ces petits points-là, vous n'avez pas besoin qu'ils soient tous développés d'ailleurs. Hein. Là, c'est le fait qu'il y ait 6 PNJ par endroit, etc., c'est un peu arbitraire de ma part. Honnêtement, si vous en avez 3, pour votre première séance, c'est bon. Moi, ce que je vous propose là, c'est quelque chose qui peut vous tenir, je pense, 5, 6, 7 séances, parce que vous allez venir garnir de détails, parce qu'à chaque fois qu'on va retourner dans un endroit qu'on a déjà visité, les choses auront un peu bougé, vous allez avoir peut-être ajouté un petit PNJ, parce que vous savez pas ce que vont faire vos joueurs, vous avez une vision qui n'est ni trop large, c'est-à-dire que vous n'avez pas pensé à tout l'Empire et toutes les dynamiques, vous avez juste une zone qui est bien détaillée avec un conflit, 3 factions dans le conflit, plusieurs idées là qui doivent avoir émergé rien qu'avec ça. Là, vous avez honnêtement, je trouve, et j'espère que ça vous aidera parce que c'est le but de cette vidéo, un exemple de j'ai décliné une zone, un thème, 3 factions et un front en idées, en points d'intérêt que je vais pouvoir développer. Et le développement de ces points d'intérêt, je vais pouvoir le faire à l'aide de tables aléatoires, si je veux aller très très vite, et de petits détails que je vais ajouter. Donc tout ça, je sais pas trop depuis combien de temps je me filme, mais tout mon blabla, etc., je pense que ça me fait... ça biaise un peu... l'expérience, mais je pense que ça fait bien moins d'1 heure que je vous parle là. Et j'ai déjà plus ou moins mon plan, ce que j'ai envie de préparer. Je vais le traduire en points d'intérêt et en mots-clés. Ça va peut-être me prendre encore 1 heure et je pourrais jouer. Bien sûr, je pourrais ajouter plus de subtilité. Je pourrais créer des rencontres aléatoires différentes en fonction de si on est au sud ou au nord de la région. Je pourrais commencer à réfléchir à des objets magiques qui sont cachés chez l'un, à une 4e faction. Honnêtement, moi, là, si ça ne tenait qu'à moi, je préparais plus de choses que ça, vous voyez. Et je pense qu'on est là, on est largement sur un minimum viable pour non seulement jouer une première session, mais aussi ne pas se dire, oula, à la fin de ma première session, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Avoir déjà une sorte de vision à long terme et que les joueurs ressentent qui sont vraiment dans un monde, pas juste sur une session préparée sur le pouce. Il y a déjà pas mal de choses qui peuvent témoigner qu'il y a bien un monde qu'on peut explorer et avec lequel on peut interagir un peu comme on le souhaite. Donc ça, voilà, c'était un peu l'exemple. Donc si je résume, si vous vous sentez pas prêt, vous vous sentirez sûrement jamais prêt. Enfin, ouais, je sais pas. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est, voilà, vous faites votre Sunstorm, là, un peu plus. Vous vous donnez un peu de temps, mais ensuite, vous fixez une date. Et quand vous êtes fixé cette date, bah, vous choisissez une de vos zones, là, de votre Sandstorm, de toutes vos idées de ce que vous avez envie de jouer. Vous mettez un thème en avant. Vous essayez de trouver 3 factions. Ce qui va bientôt se passer dans cette zone. Vous déclinez ça en points d'intérêt et la semaine suivante, vous jouez. Et en jouant, toutes sortes de nouvelles problématiques que vous ne pouvez pas vraiment prévoir à l'avance vont arriver. C'est inévitable, mais faut pas le voir comme un truc qui fait peur, parce qu'en réalité, c'est en confrontant le truc que vous allez tout de suite voir, ah mais les joueurs ils s'intéressent plus à ce truc-là, donc la semaine prochaine je vais essayer de développer un peu plus ce truc-là. Et vous allez vous dire, ah ça j'avais pas pensé à préparer ça, ils m'ont posé des questions sur des trucs que j'avais pas prévus, et j'ai eu du mal à les improviser, donc je vais préparer des trucs pour la prochaine fois. Et vous allez vous dire, ah ça je l'avais méga préparé, j'avais beaucoup trop écrit, en vrai j'aurais pu le résumer en 3 bullet points parce que je l'avais bien en tête, et donc maintenant, moi, mon modèle d'écriture, ça va plutôt être 3 bullet points pour décrire quelque chose. Et vous allez, voilà, affiner et vous approprier complètement votre propre méthode. En fait, vous allez
personnaliser le truc. Je pense honnêtement que juste en faisant ce qu'on a fait là maintenant, et avec la vidéo 4 sur plutôt la manière de mener le bac à sable, sans même retourner voir la vidéo 1, 2, 3 qui exposait plus les concepts qui, moi, me permettent de structurer ma pensée et ma préparation, juste avec cette petite liste de trucs à préparer pour se lancer, plus les idées, enfin les concepts qui vont vous aider plutôt à mener la partie au fur et à mesure, c'est bon, là, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Encore une fois, si vous jouez à un jeu différent et qui vous conseille de préparer des trucs un peu différents, bah, prenez ça en compte. Je sais pas, moi, dans The Walking Dead, on me dit de prévoir des hordes qui se déplacent sur la map. Si je jouais à The Walking Dead, je le ferais très certainement pour voir ce que ça fait. Dans Mutant Year Zero, on vous dit de vous concentrer sur l'arche parce que c'est quelque chose qui va se concentrer sur voilà, la communauté que vous essayez de développer et tout. Bah, prenez le temps de vous concentrer sur l'arche. Utilisez les lieux qui sont fournis par le jeu pour commencer à mettre le pied à l'étrier. Voyez ce que les joueurs ont envie de faire. En fonction du jeu auquel vous avez envie de jouer, vous allez aussi modifier un peu votre préparation en amont. Mais surtout, c'est une fois que vous aurez commencé à jouer, que vous allez apprendre le plus de trucs et pouvoir le plus adapter à votre table. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça aidera ceux qui hésitent un peu encore à se lancer, quand est-ce que je me lance, etc. À faire un petit truc minimum viable et à jouer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez d'autres trucs que vous avez envie de voir pour le bac à sable. Je pense qu'il y a encore possibilité de faire des trucs, mais je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Je préfère que ce soit lorsque je ressens qu'il y a une forte demande autour d'un truc, que je rajoute quelque chose à cette playlist qui essaye d'être un guide, pas juste une succession de vidéos pour vous dire ouais, pour ce cas spécifique, tu fais ça, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez encore des questions et tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord, et surtout si vous kiffez ce qui se fait sur cette chaîne, si ça vous aide, si vous revenez fréquemment, n'hésitez pas à aller sur Tipeee pour soutenir, parce que tout ce qui se fait sur cette chaîne, c'est gratos. Vous n'aurez pas d'avantage spécifique à aller sur Tipeee, je vous le dis tout de suite, mais vous contribuerez à permettre la continuité des vidéos que vous regardez peut-être semaine après semaine. Et ça, c'est un très très beau geste. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ.